N'oublions pas non plus ces bananes. Paxton est un exemple de la paresse de l'ennemi lorsqu'il s'agit de cacher notre véritable histoire. Il n'est pas concevable, ni même possible pour les citoyens du XIXe siècle d'avoir construit ces structures, et encore moins d'attribuer leur création à un seul homme. Le palais de cristal et ses jardins, tout comme Chatsworth, étaient d'immenses réseaux agricoles qui utilisaient l'eau vivante en conjonction avec l'énergie sonore et électromagnétique pour cultiver toute une gamme de produits merveilleux. Les jardins de Kew à Londres en sont un autre exemple. L'abondante énergie électromagnétique permettait de produire facilement des conditions de chaleur, et les fréquences vibratoires favorisaient la croissance. C'est peut-être pour cela que le palais de cristal abritait un grand orgue, utilisant des fréquences et des vibrations pour permettre la croissance des produits. Et c'est pourquoi les contrôleurs ont pu confier la culture de la banane, un fruit exotique, à un Anglais fabriqué de toutes pièces. La technologie déjà établie en Angleterre permettait de faire pousser beaucoup de choses avec facilité. Parmi les autres réalisations horticoles impressionnantes attribuées au génie de Paxton, citons des ananas magnifiques, un autre fruit tropical qu'il cultivait à Chatsworth. Il a fait pousser d'énormes nénuphars qui pouvaient supporter le poids d'un être humain. Il a fait pousser à Chatsworth de gigantesques séquoias qui ne se développent habituellement que dans des conditions humides. Il les a fait pousser avec facilité, et nombre de ces séquoias existent encore aujourd'hui. Une vue spectaculaire à contempler. Il est probablement utile de noter que, parmi les nombreux autres talents de Paxton, Wikipédia nous apprend également qu'il est devenu assez habile pour déplacer des arbres gigantesques, ainsi que de gigantesques palais de cristal. Le plus grand de ces arbres pesait 7000 kg. Comment? Avec un cheval et une charrette? Pourquoi les humains sont si crédules? Ils ont détruit le magnifique et impossible conservatoire de Chatsworth en 1920. Comme le fils du duc l'a dit dans une lettre à son père, ils ont fait sauter plus de 200 livres d'explosifs pour le démolir. Il devait donc être bien construit. Les structures de l'Ancien Monde étaient construites pour durer pendant des siècles. C'est une véritable honte. Les mensonges entourant le district de Peak ne s'arrêtent pas à Paxton. Le parc national tout entier était un gigantesque système hydrique électromagnétique interconnecté de l'Ancien Monde. C'était très probablement l'un des principaux fournisseurs de denrées agricoles de la Grande-Bretagne. Le parc national possède l'une des plus grandes collections de demeures seigneuriales, de halls et de manoirs. Tous auraient fonctionné comme d'immenses fermes. C'est aussi une retraite régionale spécialisée dans la guérison. Oui, c'est exact, la guérison. Le district de Peak abrite deux grandes villes, Matlock et Buxton. Buxton est célèbre pour son eau en bouteille, et Matlock est réputé pour ses bains historiques. Aujourd'hui encore, les deux villes possèdent une collection enviable de structures du vieux monde. Nous voyons une abondance d'anciens générateurs, de structures de pavillons en forme de dôme, de condensateurs, de colonnades, de colonnes, de kiosques à musique, de jardins et de systèmes d'eau. Le River Castle surplombe la ville de Matlock. Sa silhouette et ses tourelles se dressent majestueusement au loin. Il s'agit d'une structure abandonnée depuis plus d'un siècle. Le public curieux n'est pas autorisé à s'approcher de la structure. On nous dit qu'elle a été construite très rapidement par un certain Monsieur John Smedley. Smedley était, nous dit-on, un industriel. Dans les années 1850, il était devenu la force motrice de l'industrie hydropathique de Matlock. L'hydropathie est la pratique de la guérison et du traitement des maladies par l'utilisation de l'eau. Le récit officiel indique que Smedley a construit l'hydrothérapie de Smedley, qui se trouve dans la rue Smedley à Matlock. C'est maintenant un bâtiment du Conseil du gouvernement. L'hydroélectricité de Smedley n'était qu'une des hydropathies de la région. À un moment donné, on nous dit qu'il y avait plus de 20 établissements hydropathiques dans la région.
Il suffit de regarder ces structures. Smedley n'a pas construit l'hydro. Sa structure et son immense château d'eau échappent à ses capacités et à celles de tous les citoyens du XIXe siècle. Les citoyens du district de Peak du XIXe siècle ont hérité de toute cette infrastructure, et les contrôleurs de notre monde savaient qu'ils devaient écraser toute possibilité qu'elle soit utilisée aux fins prévues à l'origine, ou qu'un des héritiers découvre la vérité. C'était trop évident, et bientôt, quelqu'un dans la foule pourrait commencer à faire le rapprochement. Alors ils ont fait ce qu'ils font le mieux, et ont employé une marionnette. Mais contrairement à Paxton, qui a pu atteindre la gloire et la fortune en s'attribuant tout le mérite, Smedley avait un rôle différent à jouer, un rôle que de nombreuses marionnettes jouent encore aujourd'hui dans notre société. Sa mission était de contrôler soigneusement l'introduction de l'hydropathie pour qu'elle soit déclarée primitive ou frauduleuse, puis enterrée et éradiquée en tant que pratique sérieuse. Son histoire est très similaire à celle d'une autre marionnette ennemie qui a attiré beaucoup plus d'attention au fil des ans. Moi aussi, je suis tombé dans le piège du mensonge qui entoure l'histoire de cet homme. Les centres d'hydropathie pouvaient accueillir des centaines de patients. Ils avaient un énorme succès dans la guérison de toute une série de maladies et de problèmes, allant de l'inflammation et des attaques bilieuses à la paralysie, au rhumatisme et aux fièvres. Cela se faisait par le biais d'un éventail de techniques de bains différentes, l'application de draps imbibés comme bandage et la fusion de l'électricité, des ondes sonores et de l'eau. Il y avait, comme le rapporte un journal, des cloches électriques dans tous les bâtiments. Il ne fait aucun doute que le potentiel réel de l'hydropathie n'a jamais été pleinement exprimé dans la panoplie d'hydro de Smedley, mais ils ont néanmoins aidé les gens de manière considérable et ils ont connu un énorme succès, de sorte que les contrôleurs en ont temporairement profité financièrement. Les hydros guérissaient et amélioraient le bien-être des gens grâce à l'eau et à sa fusion avec le son, les vibrations, les fréquences et l'électricité. Regardez le menu des traitements électriques dans l'une des anciennes brochures. Options pour le réflecteur parabolique à haute puissance, l'ionisation électrique et le traitement à haute fréquence. Smedley a également démontré la capacité de l'eau éthérisée à chauffer des pièces entières de manière significative. La fernerie de l'hydro avait un système de chauffage à eau intégré dans ses murs et maintenait toujours une température constante de 65 degrés, même lorsque la pièce était remplie d'une foule d'environ 350 visiteurs. La température ne variait jamais. Comment se fait-il que ce type de technologie était disponible au XIXe siècle et qu'aujourd'hui, nous n'ayons pas accès à ce type de chauffage sophistiqué? Les historiens et les journalistes de l'époque ont délibérément sali Smedley, faisant de l'hydropathie une pseudoscience comparable à l'homéopathie. Smedley s'est opposé à maintes reprises à l'industrie médicale naissante et, après sa mort, les hydros ont été achetés et les modifications structurelles ont commencé. Comme Tesla, Smedley a joué son rôle et a réussi à introduire la science de l'ancien monde pour l'avoir démystifiée, ternie et mise à l'écart pour toujours. Aujourd'hui, l'hydropathie n'est considérée comme rien de plus qu'une entreprise de spa relaxante. Toutes ces applications originales de fréquence et d'électricité ont été éradiquées de la pratique. Le jeu de rôle de Smedley a permis aux contrôleurs de justifier l'ensemble du système de réseau d'eau du district de Peak, empêchant ainsi le XIXe siècle actuel et les générations suivantes de remettre en question sa présence. Les vestiges du réseau sont aujourd'hui si évidents. On peut s'asseoir et se détendre au son apaisant de l'eau tombant sur le réservoir royal de Derwent, qui relie toute la région par ses rivières et canaux ramifiés. On peut flâner en faisant du shopping à l'intérieur des anciennes centrales électriques et des anciennes stations de pompage. Et dans chaque zone de la région, des merveilles attendent d'être découvertes.
On ne trouve pas seulement dans les grandes villes les vieilles fontaines qui fournissaient autrefois l'eau vive, mais aussi dans les villages reculés. Cachés, nous trouvons une vieille fontaine sèche. Regardez, le cadeau du Seigneur, une joie douce amère à contempler. Les citoyens de l'Ancien Monde ont découvert le pouvoir de l'eau électromagnétique en étudiant les étoiles du firmament. Les étoiles leur ont appris que la clé de la manipulation de l'énergie éthérée qu'ils ont exploitée de l'ionosphère était l'eau, les ondes sonores, les vibrations et les fréquences. Ils ont honoré ce don en construisant des dômes, en créant des villes stellaires, des magnétrons cymatiques, et en louant le Seigneur et le Saint-Esprit pour les eaux vivantes qu'ils recevaient en retour. Ils comprenaient le firmament à la fois comme des scientifiques et des disciples. Vous qui regardez, j'espère que l'image commence à devenir plus claire dans votre esprit et que vous commencerez inévitablement à voir des choses sous un jour différent en réfléchissant à toutes ces structures impossibles. Ce n'est pas une coïncidence si certaines structures, comme le Colisée, sont également appelées amphithéâtres. Les avez-vous vus d'en haut? Ils ressemblent à des haut-parleurs. Amphithéâtre est un mot intéressant. Un ampère est une unité de courant électrique. Et un amplificateur est un dispositif qui augmente le signal, en particulier les micro-ondes et l'audio. Et vous commencerez sans doute à faire le rapprochement entre certaines des inventions avec lesquelles nous avons été autorisés à jouer avant qu'elles ne soient rejetées en raison de leur efficacité antique. Mais le temps est compté. Nous pourrions réfléchir pendant des heures à des exemples de systèmes de réseaux d'eau électromagnétique de l'Ancien Monde. Mais je vous encourage à sortir et à chasser ces structures vous-même et à les documenter à votre rythme. Nous devons aller de l'avant. On doit commencer. Attendez, quoi? Vous voulez savoir si ça vient de l'Ancien Monde? Oui, en effet, et elles sont extrêmement importantes, le tic-tac inévitable de l'horloge. Un instrument profondément déstabilisant mais inévitable. Je dois d'abord vous montrer une autre pièce manquante du puzzle électromagnétique, puis nous examinerons de plus près ces instruments de mesure du temps. Allez, on continue. Une pièce manquante du puzzle. Lorsque l'on observe les structures de l'Ancien Monde aujourd'hui, on ressent un grand sentiment d'absence et d'altération. Les structures ont manifestement été modifiées, changées radicalement au cours des 200 dernières années environ. Et quand on voyage à travers notre monde et qu'on étudie ces structures, un énorme sentiment d'absence persiste. Il manque quelque chose. Le concept de récolte éthérée à travers ces merveilleuses antennes n'est pas suffisant. Il n'est pas assez concret pour compléter le tableau. Quelque chose d'autre était autrefois présent qui rendait possible l'ensemble de la grille technologique. C'est bien sûr le composant technologique clé de ces structures. Le moteur et les mécanismes centraux qui les font fonctionner en premier lieu. Les moteurs n'étaient bien sûr pas des tokamaks. Un tokamak est un instrument rudimentaire et basique. C'est une conception du Nouveau Monde. Il n'appartient pas à l'Ancien Monde. Il n'aurait eu aucune place dans leur structure. Leur sophistication et leur finesse ne se seraient pas appuyées sur une telle laideur, sur une telle primitivité. Ce qui est indéniable, en revanche, ce sont les parallèles entre la forme octogonale fondamentale du tokamak et l'amour de l'Ancien Monde pour l'octogone. Il est très probable que la formation octogonale soit une composante essentielle de la génération d'un vortex torique. Nous voyons l'octogone partout dans l'Ancien Monde. La géométrie octogonale sous-tend de nombreuses formations fondamentales de la structure. Et les structures octogonales particulières que l'on trouve partout ne sont pas une erreur. Elles sont ce qu'elles semblent être, des coquilles vides abritant en même temps quelque chose d'autre. Cette sensation de vide est partout et reste inexpliquée. Tant de tours et de dômes s'élèvent jusqu'à de plus petites coupoles creuses. Pourquoi sont-elles creuses? Pourquoi une civilisation antérieure
aurait-elle perdu tant de temps et d'énergie à construire une structure apparemment aussi superflue et inutile? Mais elle ne l'a pas fait, n'est-ce pas? Un grand nombre de ces zones vides se trouvent toujours directement sous les antennes. Et bien que toutes ces structures vides, cruciales, ne soient pas des octogones, la plupart le sont, et elles sont toujours situées dans des zones clés, comme sous les antennes centrales, sous les résonateurs en forme de dôme, au centre de cours symétriques fermés ou détachés, et juste à l'extérieur des grands générateurs. Et quand on réfléchit à une géométrie si parfaitement travaillée, l'absence est tangible. Il y avait autrefois une sorte de cylindre ou d'appareil contenu dans cet espace. En outre, nous trouvons également divers vestiges historiques qui ressemblent de près au style structurel de l'Ancien Monde. Dans ces reliques, nous voyons que des cylindres ou des récipients vides font partie intégrante de l'objet. Pourrait-il s'agir d'objets fonctionnels miniatures, reflétant la forme des grands espaces vides que nous voyons dans les structures de l'Ancien Monde? Peut-être une sorte de micro-objet domestique qui permettait d'accéder à la production d'énergie des réseaux électriques plus larges? Les plus grandes structures contenaient-elles elles-mêmes des cylindres similaires? Sur de nombreuses photographies anciennes, les coupoles et les espaces octogonaux sont déjà vides. Mais il reste quelques images et illustrations qui peuvent donner un petit aperçu de ce qui était présent auparavant. Dans certaines, nous voyons un type de cylindre, et dans d'autres, nous voyons une sorte d'orbe ou de récipient. En raison du manque d'images, il est difficile de présenter une conclusion cohérente. De plus, beaucoup de choses ont été modifiées, et d'une manière qui est presque impossible à reconnaître. Par exemple, voici une illustration de 1880 de l'achèvement de la cathédrale de Cologne. Elle se concentre sur le sommet de l'une de ces flèches. Les planches de bois sont des échafaudages. Comme vous pouvez le voir, le sommet de ces flèches s'ouvre, révélant une sorte de cylindre. Il s'agit d'une maquette de la zone de la flèche que nous voyons sur l'illustration. Elle a été placée à l'extérieur de la cathédrale pour donner aux touristes une idée de la taille de ces flèches. Une impossibilité pour les citoyens du XIXe siècle. Les hommes de cette illustration ne sont pas en train de terminer la flèche finale de la cathédrale. Ils enlèvent ce qui existait dans le conteneur à son sommet. Et cela pose la question de savoir combien d'autres aspects et caractéristiques de ces structures s'ouvrent de manière similaire. Et pourquoi s'ouvrent-elles? Que contenaient-elles? Il est intéressant de noter que c'est l'ésotérisme et un culte qui fournissent quelques indices. L'alchimie était une philosophie naturelle, obscure, ou une tradition proto-scientifique. Son objectif principal était la chrysopée, ou la transmutation des métaux de base en métaux nobles. Depuis ses débuts dans les cultures de l'Égypte, de la Grèce, de l'Inde et du Moyen-Orient antique, le domaine de l'alchimie, nous dit-on, était obsédé par la transformation des métaux de base en or et par l'obsession maniaque de créer l'élixir de vie pour atteindre l'immortalité. Nous avons tous entendu parler du médiéval Nicolas Flamel et de la pierre philosophale. C'est un champ d'investigation imprégné d'un riche tissu d'occultisme, de mysticisme kabbalistique et de magie. Ce n'est qu'au milieu du XVIIIe siècle que l'alchimie a été séparée de son occultisme et transformée en chimie, un domaine en plein essor. Mais il y eut un petit renouveau occulte au cours du XIXe siècle qui s'est poursuivi au XXe siècle. En 1922, un texte mystérieux a été écrit par un personnage tout aussi mystérieux. Le mystère des cathédrales de Fulcanelli, un alchimiste français, nous dit-on. Aujourd'hui encore, l'identité de Fulcanelli fait débat. Personne ne sait qui il était vraiment.
Et, comme beaucoup de personnages mystérieux dans les livres d'histoire, son nom semble être un jeu de mots anagrammatique. Vulcan est une référence à Vulcain, le dieu romain du feu, et Eli, une référence à El, le mot cananéen pour Dieu. Il s'agit manifestement de l'œuvre d'un ou plusieurs francs-maçons. Mais néanmoins, sa lecture alchimique des structures merveilleuses et magnifiques, que nous appelons cathédrales, est puissamment originale et offre de nombreuses perspectives et demi-vérités. Et c'est dans la lecture que fait Fulcanelli de la statue d'Opherus, qui a été enlevée de la cathédrale Notre-Dame et détruite, qu'il commence à offrir au lecteur quelques vérités. Selon la légende, Opherus était un géant fort, mais à l'esprit simple. Ses intentions étaient toujours bonnes. Il voulait servir le roi le plus puissant de la terre. Il fut envoyé à la cour d'un puissant roi afin de le servir. Un jour, le roi, ayant entendu un chanteur prononcer le nom du diable, fit le signe de la croix avec terreur. « Pourquoi fais-tu ce signe » demanda Opherus. « Parce que je crains le diable » répondit le roi. « Si tu le crains, tu n'es pas aussi puissant que lui » raisonna Opherus. « Je veux servir le diable. » Et c'est ce qu'il fit, et il s'enrôla parmi les serviteurs de Satan. Un jour, les serviteurs ont vu une croix sur le bord de la route, et le diable leur a ordonné de faire demi-tour. « Pourquoi cela » demanda le curieux Opherus. « Parce que je crains l'image du Christ » répondit le diable. « Si tu le crains, tu n'es pas aussi puissant que lui » raisonna Opherus. « Je veux entrer au service du Christ » s'exclama Opherus, qui passa devant la croix et poursuivit son chemin. Sur son chemin, Opherus rencontre un ermite. Il demande à l'ermite où il peut trouver le Christ. « Partout » répond l'ermite. L'ermite connaissait le type de géant obtus auquel il avait affaire, et il savait qu'il ne se prêterait pas à la prière. Alors il conduisit Opherus vers une rivière violente et dit « Les pauvres gens qui ont traversé cette eau se sont noyés. Reste ici et porte-les sur tes fortes épaules. Si tu fais cela, le Christ te reconnaîtra comme son serviteur. » Et c'est ce qu'il fit. Opherus passa ses jours et ses nuits à faire traverser la rivière aux gens. Une nuit, accablé de fatigue, Opherus entendit frapper à sa porte. C'était un enfant qui voulait traverser. Opherus le prend sur ses épaules et commence à traverser la rivière. Mais alors qu'il atteint le milieu, la rivière se transforme en un torrent furieux. La vague enfle et Opherus commence à céder. De peur de laisser tomber l'enfant, Opherus déracine un arbre pour s'y appuyer. Mais l'enfant devient de plus en plus lourd. Opherus commença à craindre que l'enfant ne se noie. Il lève la tête et demande « Mon enfant, pourquoi te rends-tu si lourd ? Il me semble que je porte le monde. » L'enfant répondit « Non seulement tu portes le monde, mais tu portes celui qui a fait le monde. Je suis le Christ. Et pour te récompenser, je te baptise au nom du Père, en mon nom. Désormais, on t'appellera Christophe. » Christophe a parcouru la terre jusqu'à la fin de ses jours pour enseigner la parole du Christ. Christophe, celui qui porte le Christ pour les masses. Cependant, en se concentrant sur Opherus, Fulcanelli révèle une certaine clé permettant de déverrouiller une autre signification de l'expression symbolique de la légende. À sa manière énigmatique, Fulcanelli écrit « Christophe signifie Chrysophe, qui porte l'or ». Dès lors, nous comprenons mieux la grande importance du symbole si éloquent de Saint Christophe. C'est le hiéroglyphe du soufre solaire, Jésus, où l'or naissant soulevé par les ondes mercurielles est porté ensuite, par l'énergie propre de ce mercure, au degré de puissance que possède l'élixir. Cryptique, en effet. Une prose presque impénétrable. Mais regardons ce passage d'un peu plus près. Fulcanelli affirme que dans la légende symbolique, Jésus, ou le Christ, est l'or naissant. Naissant signifie en train de naître. Les racines étymologiques du mot proviennent du concept de commencement ou de naissance. L'or naissant ici, ou le soufre solaire, n'est pas seulement de l'or. C'est de l'or qui grandit pour atteindre son plein potentiel. La dernière section de l'extrait explique pourquoi l'or grandit.
car il est porté par les ondes mercurielles. Les ondes mercurielles font ici référence au métal mercure. L'or atteint son potentiel grâce à l'énergie propre du mercure. Fulcanelli explique que la couleur du mercure est un gris emblématique, et cela explique pourquoi de nombreuses représentations de Saint Christophe le revêtent de cette couleur. Nous reviendrons bientôt sur la légende d'Ophérus, mais regardons d'abord de plus près le mercure. Le mercure est de la plus haute importance lorsqu'il s'agit de comprendre non seulement les mécanismes qui sous-tendent la technologie de l'Ancien Monde, mais aussi de comprendre notre propre époque contemporaine dans laquelle nous nous trouvons, traversant le paysage énigmatique des symboles qui ont façonné notre compréhension de l'histoire et notre place dans celle-ci. Le symbole ici représente l'élément hydrogyros. Sa traduction littérale du grec signifie « eau argentée ». L'hydrogyre a de nombreux noms. Il était aussi appelé « vif-argent ». Aujourd'hui, on l'appelle mercure. Le symbole alchimique est précisément le même que celui utilisé en astrologie classique pour représenter la planète Mercure. Le mercure pur ou natif est un élément extrêmement rare dans la croûte terrestre. Il est principalement extrait du cinabre, une forme pigmentée rouge ou écarlate du sulfure de mercure. Le cinabre est le minerai source le plus courant pour le raffinage du mercure. Wikipédia et World Atlas nous apprennent que le mercure est le 66e élément le plus abondant de la croûte terrestre. À l'état pur, le mercure est un liquide semblable à de l'argent. C'est le seul métal qui soit liquide à température et pression normale. Il a un point de congélation de moins de 33,83 degrés et un point d'ébullition de 356,73 degrés. Il est un excellent conducteur d'électricité. Ses utilisations sont principalement d'ordre électrique. Il joue un rôle essentiel dans l'éclairage fluorescent. Il est également utilisé dans les thermomètres et les amalgames dentaires. Le mercure dissout tous les métaux, y compris l'or et l'argent, pour former des amalgames. La seule exception est le fer. Il est également utilisé dans les vaccins. Les industries médicales et pharmaceutiques gouvernementales ont déclaré le mercure toxique au début du XXIe siècle, éliminant progressivement son utilisation en médecine et amenant certains pays à interdire complètement cet élément. Dans certains pays, il est illégal de faire le commerce du mercure. Avant cela, le mercure était un élément de base de certains traitements médicaux traditionnels, comme la médecine traditionnelle chinoise. Et si je ne conteste pas la toxicité potentielle du mercure lorsqu'il est injecté dans le corps, les inquiétudes entourant son potentiel dangereux sont largement exagérées. Tous les métaux, surtout lorsqu'ils sont injectés et pris en excès, sont toxiques. Des taux élevés de fer, de cuivre, de zinc et d'aluminium dans l'organisme contribuent à toute une série de maladies, sans doute plus que le mercure. Et pourtant, les gouvernements de notre monde n'ont pas interdit l'aluminium, ils n'ont pas cessé d'enrichir les céréales avec l'oxyde de fer. Et les suppléments de zinc et de cuivre sont faciles à acheter, et sans contrainte sur la valeur du dosage auquel une personne peut s'exposer avec ces suppléments. Pourrait-il y avoir d'autres raisons non divulguées pour diaboliser et restreindre le mercure? Examinons d'un peu plus près le potentiel électromagnétique de cet élément extraordinaire. Le mercure est un liquide conducteur d'électricité, et pour cette raison, il a été utilisé historiquement pour créer des interrupteurs de lumière, des électrodes dans certaines batteries, comme gaz pour créer une lumière fluorescente, et, plus intéressant encore, il a été utilisé, nous dit-on, dans les phares. Selon le récit historique dominant, les gardiens de phare étaient chargés de faire tourner l'énorme lentille située au sommet du phare toute la journée, tous les jours. Une lentille qui tourne à une vitesse donnée fait clignoter la lumière. Pour ce faire, ils plaçaient généralement la lentille sur des roues ou des roulements fixés à des horloges que le gardien remontait périodiquement. À la fin du XIXe siècle, certains gardiens contraints de remonter sans cesse le mécanisme d'horlogerie ont commencé à faire flotter leurs lentilles dans du mercure liquide. La base métallique des lentilles tournait plus facilement dans le mercure, ce qui permettait à la lumière de tourner plus rapidement avec des remontages moins fréquents. C'est une pratique qui est encore utilisée dans certains phares aujourd'hui. Il est évident, d'après sa structure,
que la seule fonction du phare n'était pas seulement d'éclairer la voie pour les navires. C'était soit une de ses fonctions parmi d'autres, soit un acte de réaffectation hérité. De nombreux phares sont construits selon la structure octogonale familière.